Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un grand sujet, le sujet des OBO. Les OBO, les OBO. Qu'est-ce à quoi encore? Est-ce que je vais vous faire effectivement le tour de tous les acronymes de la finance moderne, chronique après chronique? Parce que là, j'ai un filon, hein. Il y en a. Donc oui, la réponse est sans doute. Vous allez en avoir d'autres. Est-ce qu'on n'avait pas déjà vu un truc qui finissait un peu pareil? Je crois que mon associé Patrick m'a dit hier, mais on ne l'a pas déjà fait. Alors, on a fait les LBO. Je vous rappelle, c'était le titre d'une chronique il y a quelques semaines. Mais non, Patrick, ce n'est pas pareil, les OBO. C'est proche, mais c'est différent. Alors, qu'est-ce que c'est les OBO? Figurez-vous qu'on avait déjà parlé il y a 3-4 ans dans une de nos interventions d'un de nos partenaires, Jérémy Josserand. C'était dans un séminaire de rentrée été qui avait eu lieu à la Maison des avocats. Et oui, il me semble bien, Patrick. Non, tu penses que non? Tu penses que c'était plus tard? Non, je crois pas. C'est objectivable, c'est sur la chaîne YouTube. Je Et pense donc, que c'était chez BPI France, mais peu importe où c'était très on bien. va vous mettre le lien vous voyez le lien qui va s'afficher là et vous pourrez aller objectiver ça. Donc, on avait vu ce concept, c'est Jérémy qui avait parlé et donc c'est disponible sur la chaîne Melsion, mais en fait, il faudra qu'on mette le lien parce qu'on ne l'a pas mis en public accès à tout le monde ou alors il faudrait qu'on le remette. Alors, les OBO, eh ben, c'est pareil que le LBO au sens où il y a un buy-out, le BO. Il y a du levier, même si on ne le voit pas dans le O. Ça veut dire que le OBO veut dire owner buy-out. Ça veut dire que c'est vous, le propriétaire, qui allez racheter votre propre entreprise avec l'argent du banquier. Ça, c'est cool. Faire ça avec l'argent du banquier, c'est toujours une joie. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des OBO? Eh bien, on peut faire ça pour acheter un minoritaire. Vous avez votre entreprise, elle est possédée entre autres par un minoritaire qui a besoin de partir. Et bien, vous allez créer une société pour la racheter avec l'argent du banquier. Vous allez racheter ce minoritaire et éventuellement, vous allez vous racheter vous aussi un petit bout parce que pourquoi s'oublier? C'est possible. Ça peut être aussi pour monter une société de collaborateurs, avoir une holding dans laquelle il y ait des collaborateurs. On nous a déjà donné des idées de comment le faire de la meilleure façon possible. Ça peut être une raison de le faire, cet OBO. Ça peut être pour financer des investissements qu'un banquier ne financerait pas sinon. Exemple, il faudrait qu'on se développe, qu'on ouvre des nouveaux points de vente, etc. Vous allez voir le banquier, vous dire j'ai besoin d'emprunter pour ça. Il dit ah oh là là non mais est-ce que vous avez par exemple des choses un peu des factures que je puisse financer. Enfin, vous donnez comme ça à nu quelques centaines de milliers d'euros ou quelques millions d'euros pour quelque chose qu'il ne maîtrise pas, ça va être non. Une autre raison, ça peut être de faire un cash out, de sortir de l'argent. Et il y a une autre raison à nouveau, c'est de monter les fonds propres de votre structure. Parce que historiquement, vous avez fait des profits, certes, mais la valeur de votre entreprise peut être très différente de ces profits accumulés. Et donc, il peut y avoir un écart entre les 2 ou 3 millions que vous avez au capital social et la dizaine de millions que vaut votre entreprise. Et bien, ce serait mieux qu'une fraction de ces 10 millions soit maintenant le nouveau capital social. Ça aide sur les aides que donne le BPI, ça aide sur la façon dont vous regardez vos banquiers, ça aide dans la notation Banque de France. Donc, toutes choses qui
qui peuvent nécessiter ce travail. Et puis, vous allez aussi économiser sur les charges sociales. Là, on parle plutôt des petits LBE, des petits OBO, où en faisant votre cash out, vous allez recevoir maintenant de l'argent que vous auriez reçu sur plusieurs années avec 45 à 85% de charges sociales en plus, ou en moins, sur ce que vous touchez. Alors, quels sont les mécanismes de ces OBO? D'abord, on commence par créer une holding. Donc, vous allez créer une nouvelle société. C'est elle qui va racheter à terme votre entreprise. Et à cette nouvelle société, vous allez apporter une fraction des parts de votre entreprise. Alors, quelle fraction? En général, on va mettre la moitié ou entre le quart et la moitié de vos actions que vous allez donc valoriser. Donc, pour les valoriser, il va falloir passer par quelqu'un qu'on va évoquer après, qui est le commissaire aux apports. Donc, il va dire oui, c'est bien la bonne valeur. Et ça va faire le fonds propre de votre holding. Après ça, la holding va emprunter auprès d'un banquier et puis elle va acheter le reste de vos titres. Et donc, du coup, à l'issue de ça, votre holding a 100% de départ dans sa main, un emprunt et puis les fonds propres qui sont ceux que vous avez apportés au départ. Petite variante, on peut aussi acheter les titres des minoritaires. Donc, on est dans le cas où on fait sortir un minoritaire. Petite variante 2, la holding peut appartenir aussi à la société des collaborateurs. Donc, du coup, c'est là où on rentre dans l'objectif de profiter de cette opération pour faire rentrer les collaborateurs dans le process. Variante 3, vous réinvestissez une partie du cash reçu. Et là, on est dans comment le banquier va financer des développements qu'il ne financerait pas sinon. Alors, les prérequis, il faut une société bancable. Il faut que la société soit rentable et il faut qu'elle produise du PNB. Alors, qu'est-ce que c'est que le PNB? C'est le produit net bancaire. C'est le brousouf que reçoit le banquier grâce à vous. C'est par exemple une entreprise qui facture beaucoup ses clients avec de la carte bleue. En général, vous avez dans la plupart des entreprises à peu près jusqu'à 3% de votre chiffre d'affaires qui va payer le banquier. Donc, ça dit l'importance que vous avez pour un banquier. L'autre prérequis, c'est d'avoir une présentation professionnelle, d'avoir un dossier très bien fait, très bien ficelé. Ça aide. Donc, il ne s'agit pas, contrairement à ceux qui font la levée de fonds, d'avoir une formidable, ce que les banquiers d'affaires appellent l'equity story, c'est-à-dire une formidable histoire de pourquoi l'entreprise va valoir 20 fois sa mise sous peu, mais c'est plutôt des chiffres solides, validés par un tiers, quelqu'un qui permet au banquier de se dire qu'effectivement, en interne, personne ne va remettre en question cette opération. Alors, quand vous allez emprunter, la question c'est combien allez-vous emprunter? Alors, la bonne réponse, c'est autant que le banquier veut. Alors, c'est une réponse finalement qui est très prudente parce que le banquier, lui, il a ses limites. Et d'ailleurs, c'est mieux parce qu'il ne s'agit pas de mettre votre entreprise en danger. Donc, la règle au doigt mouillé, c'est 3 à 4 EBITDA ou EBE selon votre formation, 3 à 4 années d'EBE. C'est ce que le banquier va être à l'aise à vous prêter. Et l'autre règle, c'est qu'il faut que ça fasse 50 à 100% des fonds propres que vous avez mis. Donc, c'est ça qui va finalement délimiter quelle partie vous apportez à l'entreprise et quelle partie vous vendez grâce à l'emprunt que le banquier a fait. Tout ça est certainement très confus, donc je vous propose de partir sur un exemple. Donc, mettons que votre entreprise fasse 1 million d'excédents bruts d'exploitation. Donc, vous allez valoriser l'entreprise, du coup, assez classiquement, à 5 années de BE, ça veut dire 5 millions. Vous allez en apporter 2 millions à votre holding. Donc, votre holding a maintenant un capital social de 2 millions.
Et le banquier, lui, va vous prêter 3 années d'EBITDA, donc 3 millions. Et c'est avec ces 3 millions, vous allez pouvoir acheter le solde de vos titres, c'est-à-dire les 60% que vous n'avez pas apportés à ce jour. Et vous allez bien sûr payer un impôt sur les plus-values, mais ce sera au lieu des charges sociales qu'il aurait fallu payer pour recevoir ces 3 millions. Et maintenant, donc, vous avez une holding qui a 2 millions de fonds propres et qui est propriétaire à 100% de votre entreprise et qui a une dette de 3 millions. Alors, les acteurs de cette opération, ça va être le banquier. Alors, le banquier, ça peut être votre banquier habituel, il faut aller le voir, mais ça peut être le nouveau banquier qui a besoin de rentrer dans l'opération, de se faire un nouveau client. Et dans tous les cas de figure, c'est bien de les faire rentrer à plusieurs, c'est-à-dire qu'une fois que l'un vous a fait une offre intéressante, de proposer aux autres de venir s'aligner. Et c'est bien après coup, après l'opération, de répartir les flux que vous donnez au banquier en fonction des participants. L'autre intervenant important, c'est le fiscaliste, car le principal obstacle à cette opération, c'est le fisc et sa façon de voir l'opération. Je vous rappelle qu'on est toujours cerné par une notion qui s'appelle la notion d'abus de droit, c'est-à-dire que le fisc peut vous soupçonner d'avoir fait cette opération uniquement pour éviter l'impôt, auquel cas l'opération est nulle et fortement taxée. Avant il y a 2-3 ans, l'abus de droit, c'était quand l'opération était uniquement pour éluder l'impôt. Maintenant, c'est quand elle est principalement pour éluder l'impôt. Donc, c'est une arme assez efficace qui peut être utilisée. Troisième opérateur, le commissaire aux apports. Quand vous allez apporter pour 2 millions de titres à votre nouvelle holding, vous allez avoir besoin d'un commissaire aux apports qui va valider les montants en jeu, qui va dire oui, effectivement, ça vaut bien 2 millions dans le cas qu'on avait vu. Oui, effectivement, c'est bien, c'est juste, c'est logique. Et donc, le dossier bien préparé, il est aussi en partie pour ce commissaire aux apports. On le suggère au tribunal, mais le tribunal peut décider d'en choisir un autre. Et il est appointé par le tribunal, donc il doit faire attention à ce qu'il écrit. Vous avez un autre acteur qui est le commissaire aux comptes, puisque maintenant, avec votre holding et une société en dessous, il y a des fortes chances que vous soyez dans la nécessité de payer un commissaire aux comptes qui va avoir un espèce de barème à vous proposer en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du nombre d'heures que du coup il est supposé faire. Il va vous multiplier ça par 300 et vous avez une somme qui va être un minimum de 3 000 euros par an et qui peut monter assez vite. Le dernier acteur, c'est l'acteur Transaction Services. C'est dans les grands cabinets d'audit, il y a maintenant des équipes qui sont spécialisées dans tous les dossiers qu'il faut monter pour des opérations comme celle-ci. Et quand je vous disais qu'il fallait avoir un dossier pro, nous, notre recommandation, c'est passer par un de ces acteurs. Ça mettra un tampon de Deloitte ou EY ou l'un de ses frères. Et ça veut dire que vis-à-vis du banquier, du coup, on ne va plus s'amuser à contester le document que vous avez remis. On va considérer qu'il est bon. Donc tout ça, ça fait des coûts. Le banquier, il va donner des coûts à son opération, à la fois en emprunt, mais aussi en fees de montage. Et il va aussi glisser des fees dites de waiver, c'est-à-dire plus tard dans l'opération, si on a besoin de changer quelque chose à la dette, de la rallonger, eh ben, il faudra probablement payer des fees au banquier. Ça peut être des sommes assez rondelettes. Donc, pensez à bien vérifier ça. Le commissaire aux apports, je vous ai expliqué à peu près comment il se rémunérait. Non, pardon, je ne vous ai pas expliqué, mais en gros, on en a pour 10, 15, 20 000 euros. C'est des barèmes qui s'imposent. Les transaction services, ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler sur des opérations financières. Dites-vous que globalement, entre les transaction services, les conseils, avocats et autres, il faut compter à peu près 3% du montant de l'opération, 3 à 5%. C'est les coûts un peu
impossible à éviter. Alors, je vous entends tous, hein, je vous entends tous en train de me dire, mais est-ce que ce n'est pas un peu risqué de mettre de la dette comme ça dans l'entreprise? Et c'est vrai que vous avez raison. Rajouter la dette à l'entreprise, c'est une fragilité. C'est du frais fixe en plus. Mais là, on est quand même dans un cas particulier. Parce que quand vous avez fait cette opération, eh ben, les 3 millions, ils sont dans votre poche. Donc, théoriquement, vous avez toujours les moyens de les remettre dans l'entreprise si nécessaire. Et puis, c'est aussi particulier parce que maintenant, vous avez des fonds propres. Donc, pour un banquier, vous avez augmenté le côté rassurant de votre entreprise. Et souvent, la situation, c'est plutôt la façon dont on vous voit que la réalité de ce que vous êtes. Et puis enfin, je vous rappelle qu'on a demandé autant que le banquier était prêt à faire. Et les banquiers, ils ont une forme de prudence. Quand je vous dis que les banquiers sont prêts à prêter 3 années d'EBITDA, c'est parce que ça correspond à une charge de remboursement qui est seulement la moitié de votre BE. Donc, si jamais vous divisez par 2 votre BE l'année prochaine, vous êtes encore capable de rembourser le banquier. Si jamais vous faites une vraiment très mauvaise année, vous avez en général le moyen, et c'est les petits trucs de Melchion, hein, vous avez moyen de négocier avec le banquier le fait que si jamais on a une mauvaise année, alors on reporte toutes les échéances d'un an. Et pourquoi est-ce que le banquier accepterait ça? Parce que c'est la contrepartie qu'on lui demande à la clause dite d'excess cash flow, c'est-à-dire une clause où le banquier dit si jamais vous gagnez beaucoup plus d'argent que prévu, bah, vous devez l'utiliser pour me rembourser. Alors dans ces cas-là, il faut dire bah, oui, effectivement, mais si jamais en revanche on avait une mauvaise année, on est d'accord pour que ce serait automatiquement qu'on peut repousser tout ça d'une année. Pour les petits LBO, il y a aussi le fait que vous allez réduire votre salaire et donc ça va créer d'autant plus de marge de manœuvre en cas de difficulté. Et puis, comme je le disais, vous pouvez remettre toute ou partie de votre cash. En conclusion, bah, vous voyez que ce genre de petites opérations, c'est très technique. Donc, il faut les faire avec rigueur. Mais c'est un super outil. Vous avez vu le nombre de cas où ça s'applique. Donc, il faut l'avoir en tête. Et plus vous avez d'outils dans votre boîte à outils, et plus vous allez trouver des solutions à tous les problèmes qui vous assaillent. Troisième point, c'est un outil extraordinaire en période d'inflation. Vous allez échanger de l'argent de maintenant contre de l'argent de plus tard. Et je vous rappelle que les banquiers aujourd'hui, ils ont des taux d'intérêt assez faibles. Donc, c'est vraiment le bon moment. Tout cet argent que vous allez récupérer, évidemment, après, il faut bien le placer parce que lui aussi, il va être mangé par l'inflation. Donc, le mieux, c'est quand même d'avoir des projets pour votre entreprise et de l'utiliser pour ça. Certains de nos clients ont réussi à le faire seuls. Et vous pouvez nous demander notre aide. On sera toujours ravis de vous aider. Merci Jean-Christophe pour cette plongée dans l'OBO, donc un LBO qu'on s'applique à soi-même. Au fil des 25 dernières années, nous avons vu plusieurs dizaines d'entrepreneurs utiliser ces techniques qui sont un petit peu compliquées, comme vous l'avez compris, mais qui peuvent s'appliquer, Jean-Christophe, d'entreprises finalement assez petites jusqu'à des entreprises relativement grandes. Simplement, les conseils dont vous vous entourez ne sont pas les mêmes pour faire un emprunt de 3 millions, de 30 millions ou de 300 millions. En tant qu'entrepreneur, il y a aussi cette dimension patrimoniale à laquelle vous pouvez réfléchir. Et lorsque vous avez une entreprise qui atteint une forme de maturité et qui ne consomme pas son cash flow pour sa croissance, il va se passer deux choses. Soit d'année en année, votre trésorerie va augmenter, ça va s'accumuler dans le bilan de l'entreprise. Je sais que pour beaucoup d'entrepreneurs, ça paraît un peu de la science-fiction, mais on a croisé comme ça au fil du temps
des familles, souvent des familles par prudence, qui avaient accumulé des dizaines de millions d'euros de trésorerie, eh bien, il y a là aussi une question à se poser, c'est est-ce que mon entreprise a besoin de toutes ces ressources, ou bien est-ce que ces ressources excédentaires ne peuvent pas être anticipées? C'est ce que vous disait un peu Jérémy Josserand dans son intervention lors de notre séminaire d'été. Vous pouvez attendre de vous verser des dividendes dans le futur, ou vous pouvez préempter les dividendes du futur et les installer dans votre patrimoine personnel, ce qui vous permettra de l'utiliser pour réinvestir ailleurs ou simplement pour vos projets patrimoniaux personnels. Simplement, Jean-Christophe, je crois que tu as bien posé la question. On ne s'improvise pas un obo sur un coin de table parce que c'est basé sur la crédibilité du futur, c'est-à-dire la capacité à rembourser ses emprunts sur les 5 ans qui suivent. Oui, en fait, il faut souligner que un véritable OBO, le banquier vous a prêté sans caution personnelle. Sinon, ce n'est pas un OBO. Sinon, c'est un prêt perso. Et il va prendre uniquement en garantie les titres de votre société. Donc, si on veut être cynique, on est en train de faire porter tout le risque sur le banquier qui va du coup faire très attention. Le moindre signal, le moindre dissonance cognitive dans votre dossier va être interprété comme « non, mais je préfère ne pas y aller ». Donc, vous avez, là encore, comme toute opération financière, une vraie souci du détail, un vrai travail de communication. Les opérations financières, finalement, sont des grandes opérations de marketing et de communication. Merci beaucoup, Jean-Christophe.